Dans le quartier où j'ai grandi, les choses n'étaient pas particulièrement agréables. Les gens y vivaient parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de meilleurs logements, pas par choix. Les maisons de la région étaient souvent petites et délabrées, et les entreprises locales avaient du mal à rester ouvertes pendant plus d'1 an ou 2. Enfants, nous explorions fréquemment des maisons et des établissements abandonnés. Malgré le fait que les forces de l'ordre devaient être au courant de cette activité étant donné sa prévalence parmi les jeunes de la ville. Quand j'étais très jeune, mon école primaire a fermé et le bâtiment n'a plus servi à autre chose. En vieillissant et en me demandant ce que sont devenus ces lieux abandonnés, je me suis demandé ce qu'était devenu l'école. Un samedi soir, mon ami Ryan et moi avons décidé de visiter l'ancienne école. Comme nous n'avions pas de voiture, nous avons marché près de 4 miles pour aller jusqu'à chez lui. Avant même d'être abandonné, ce bâtiment avait toujours éveillé mon intérêt. Mais après avoir exploré les structures maintenant abandonnées autour de nous, je ne pouvais m'empêcher d'être intrigué par son état actuel, l'inquiétante située à la périphérie de la ville. Caché dans les bois, il était entouré d'une clôture à chêne. Ce n'était certainement pas un endroit approprié pour une école primaire. Nous avons escaladé la clôture et nous sommes approchés du côté du bâtiment pour chercher un moyen d'entrer. Heureusement, presque toutes les fenêtres avaient déjà été brisées. Je me suis aventuré en premier, suivi de près par Ryan. À l'entrée, nous nous sommes arrêtés et avons écouté attentivement pour voir si quelqu'un d'autre était à l'intérieur. La structure émettait un cri très fort. Creux, creux. Mais il semblait que nous étions les seuls présents. Nous avons navigué dans le couloir, jetant un coup d'œil dans plusieurs pièces. C'était une expérience inquiétante de revenir à l'école après une absence aussi longue et de voir sa détérioration d'une manière aussi spectaculaire. Nous avons passé peut-être 3 pièces, en nous déplaçant lentement et prudemment, quand un bruit soudain a résonné dans tout l'édifice. Nous nous sommes arrêtés, échangeant des regards anxieux, mais aucun autre son n'a été matérialisé. Ryan a spéculé que c'était probablement juste le bâtiment qui s'était installé sous son propre poids. Et nous avons continué. En marchant dans le couloir, la plupart des pièces que nous avons passées étaient soit vides, soit contenues dans une rangée de chaises sans rien d'intéressant. Cependant, cela a changé lorsque nous sommes entrés dans une section plus profonde de l'école et nous nous sommes retrouvés dans un couloir rempli de chaises placées au hasard, obstruant notre chemin vers les salles situées au-delà. Nous avons dû les repousser pour continuer. En arrivant dans la première pièce, nous avons découvert qu'elle était fermée à clé. Alors nous sommes passés à la deuxième pièce sur le côté gauche et avons jeté un coup d'œil à l'intérieur, pour voir ce qui semblait être des vêtements suspendus au plafond. En entrant dans la pièce, je les ai examinés de plus près, perplexe quant à la façon ou au pourquoi ils étaient arrivés là. Après un bref moment de réflexion, je me suis demandé si Ryan avait remarqué la même chose. Je me suis retourné, et alors que ma tête se déplaçait dans la pièce, j'ai aperçu une figure dans le coin lointain. Mes yeux se sont tournés vers le mur à l'écart, où un homme déboussolé nous regardait avec quelque chose à la main, pour rendre les choses encore plus inquiétantes. Il était presque nu, ne portant presque aucun vêtement. J'ai jeté un coup d'œil à Ryan, qui regardait aussi l'homme avec attention, avant de soudainement me prendre le bras et de me faire sortir de la pièce. Parfois, nous rencontrions des individus qui semblaient déraisonnables ou instables. Un de ces individus m'a conduit dans le couloir. Dès que nous l'avons fait, un son métallique a résonné dans la pièce alors que quelque chose était lancé vers la porte près de laquelle nous étions. Cela a été suivi d'un cri glacial qui a envoyé des frissons dans nos dos. Nous avons couru le long du couloir et sauté par la première fenêtre ouverte que nous avons aperçue. Nous continuâmes à courir aussi loin que possible jusqu'à ce que nous ne puissions plus maintenir notre rythme. Plus tard, en rentrant chez nous, nous avons rassemblé les événements qui s'étaient produits. Il est apparu que l'homme tenait probablement un couteau, qu'il avait probablement l'intention de nous lancer. Vu son comportement instable, il est probable que l'homme ait constitué une menace importante. Si nous étions restés plus longtemps ou si nous n'avions pas remarqué, notre sort aurait pu être très différent. Pendant mon adolescence, plus précisément entre 14 et 16 ans, mes amis et moi cherchions avec passion la solitude loin de chez nous. Généralement, nous allions dans un fast-food pour nous détendre ou trouver un endroit isolé dans les bois près du parc. Il semble que pendant cette phase, nous voulions la vie privée sans surveillance constante.
Le seul inconvénient était que nous rencontrions occasionnellement des individus qui présentaient des signes d'instabilité ou d'imprévisibilité. Pendant nos aventures nocturnes, nous avons fréquemment rencontré un problème. La plupart des magasins et restaurants ont fermé avant que nous voulions terminer la soirée. Ce problème était particulièrement visible pendant les vacances d'hiver une année. Nous visitions des parcs pour socialiser, pour découvrir que même dans la nuit, de nombreux autres groupes avaient la même idée. Un soir, mon ami JT m'a suggéré de visiter l'ancienne ferme de ses parents serfs, en disant que ce pourrait être un endroit intéressant à explorer et qu'il serait désert. Il l'avait déjà mentionné, mais nous ne l'avons jamais pris au sérieux jusqu'à ce soir-là. JT nous a conduits, Paul et moi, à un endroit apparemment isolé, où nous avons trouvé une clôture en bois entourant la propriété. Bien que la clôture ait été verrouillée en raison de son statut privé, JT n'avait pas la clé. Il a garé sa voiture et a grimpé la clôture. Cependant, de l'autre côté de la clôture, j'ai remarqué que je ne pouvais pas voir la ferme même s'il faisait sombre et qu'il n'y avait pas de lumière extérieure. Je ne pouvais toujours pas discerner. JT a pris la relève, nous conduisant sur un chemin de gravier inégalable alors qu'il racontait l'histoire de ses parents acquérant cet endroit. Il a expliqué que c'était en fait la ferme de ses grands-parents, et qu'après leur décès, elle avait été léguée à ses parents. À cette époque, il était dans un état si déplorable qu'ils ne savaient pas comment le gérer. Alors ils ont décidé de le garder, cela s'était passé il y a près de 10 ans, et aucune tâche de maintenance ou inspection n'avait eu lieu dans ce délai. Nous continuâmes sur ce chemin, suivant JT pendant 10 minutes, avant que la silhouette de la maison ne se dégage finalement dans l'obscurité, même à partir de son contour. Il était évident que la structure était dans un état terrible. Le toit était incliné vers l'intérieur comme s'il était sur le point de s'effondrer, et certains des panneaux de revêtement de la paroi étaient suspendus précairement du bois. Nous sommes tous restés silencieux, simplement en l'observant à mesure que nous approchions. En arrivant devant la maison, nous avons vu que la porte était cachée sous une grande feuille de bois. Nous avons donc choisi de contourner la structure, et nous sommes approchés de l'entrée arrière, où la porte s'est révélée. Complètement absent, nous avons chacun activé les lampes de poche de notre téléphone et sommes entrés à l'intérieur. À notre grande surprise, l'endroit n'était pas aussi délabré que nous l'espérions. La plupart des meubles et des effets personnels n'avaient pas beaucoup bougé. Cependant, il était extrêmement poussiéreux, et nos lumières de téléphone n'étaient pas très puissantes. Alors peut-être que cela semblait mieux qu'il ne l'était en réalité après une minute. Nous nous sommes séparés et avons commencé à explorer le premier étage. Je suis descendu un couloir sur le côté gauche de la maison et j'ai continué à marcher. Juste au moment où j'arrivais au bout du couloir, quelqu'un est passé devant moi. Je me suis immédiatement gelé et paniqué. J'ai crié « JT », en supposant que c'était un de mes amis. Cependant, je savais déjà que ce n'était pas lui l'homme que je vis, bien qu'il fût sombre. Semblait plus grand et plus mince que mes deux compagnons. Je me suis retiré et j'ai essayé de trouver où étaient JT et Paul. Quand j'ai fait le tour du coin et j'ai allumé ma lumière, JT et Paul étaient debout au centre de la pièce. Sans me regarder, je suis entré dans la pièce et j'ai suivi leur faisceau de lampes de poche avec mon regard d'art. À la périphérie de l'illumination, un homme se tenait debout et les regardait directement. C'était comme s'ils étaient tous paralysés par la peur, incertains sur la façon d'interpréter les circonstances. « Les gars », dis-je tremblant, tout en essayant d'apparaître composé afin de ne pas provoquer une action de l'homme. Cependant, cela a probablement déclenché les réactions de tout le monde. Et bientôt, nous nous sommes retrouvés à courir vers la sortie arrière et à sortir dans le champ ouvert. Bien que je ne puisse pas dire avec certitude si l'homme nous a poursuivis. JT insiste sur le fait qu'il a clairement entendu des pas derrière lui. Nous avons pratiquement couru vers le véhicule et nous sommes enfuis, sans prendre de risques supplémentaires. Bien que nous puissions supposer que l'homme était simplement un squatter ou un sans-abri, défendant l'endroit qu'il considère comme son foyer, il est difficile de le confirmer sans un examen approfondi de son apparence. JT a mentionné avoir informé ses parents de l'incident, afin qu'ils puissent sécuriser la ferme. Cependant, il n'a jamais suivi en raison de préoccupations concernant les répercussions potentielles de la visite du site. Les événements de cette soirée restent incertains et énigmatiques.
La rencontre la plus terrifiante que j'ai jamais vécue. Et si JT avait raison et que l'homme essayait de nous suivre, nous avons eu la chance d'en sortir indemnes. Cela s'est produit il y a 1 an seulement à ce moment-là. Il y avait eu un certain temps depuis mon dernier camping. Et pendant plusieurs mois avant cet événement, j'avais anticipé avec impatience une autre aventure comme celle du passé. J'ai finalement réussi à me procurer un peu de temps libre du travail et j'ai organisé rapidement une excursion de camping. Les montagnes étaient proches, à environ 2 heures de route en voiture, et elles offraient de nombreux sentiers. En parcourant mes photos, j'ai finalement décidé de choisir un chemin à l'arrivée au lieu. Je n'étais pas trop préoccupé par le parcours spécifique, car mon objectif principal était de rester assis près de ma tente et de me détendre la plupart du temps. J'ai emballé ma voiture avec des équipements de camping et des provisions pour 4 jours, et j'ai entrepris le voyage vers la montagne. Cette montagne en particulier n'était pas une destination populaire pour de nombreux visiteurs, donc il y avait peu de places de stationnement disponibles. J'ai trouvé un endroit sale sur le bord de la route pour garer mon véhicule. Puis je suis sorti, avec l'intention de choisir un sentier après avoir examiné la zone. A commencé à se promener le long de la route jusqu'à ce que j'arrive à l'un des sentiers de randonnée pour le camping. La carte, qui semblait assez délabrée, indiquait que ce sentier s'étendait sur plusieurs kilomètres dans la forêt et sur la montagne avant de se ramifier en 3 sentiers différents menant à divers campings. Considérant que cela pourrait être une option appropriée, j'ai commencé mon trek. Il nous a fallu environ 2 heures pour atteindre ces 3 chemins divergents pour autant que je sache. Il n'y avait pas de différence perceptible entre les deux. Alors j'ai choisi celle de gauche. Environ 30 minutes plus tard, je me suis retrouvé à approcher les campings. Cette zone ouverte présente moins d'arbres que prévu. On ne voyait pas d'autres campeurs. Et il semblait que quelque temps s'était écoulé depuis que quelqu'un avait visité cet endroit. La nature avait repris son territoire, la croissance obscurcissant tout chemin direct qui aurait pu mener à cet endroit. J'ai déposé mes sacs à côté d'un des arbres et mis en place ma tente avant de m'asseoir sur un bûcher et de profiter de mon déjeuner. Après cela, j'ai passé un certain temps à écrire dans mon journal tout en écoutant les chants mélodieux des oiseaux. Alors que le soleil commençait à se coucher, je me suis rendu compte qu'il était temps de trouver un endroit approprié pour installer ma tente et me préparer pour la tombée de la nuit. Comme le feu me faisait chaud, je me suis levé et j'ai fait le tour du camping pour ramasser des bâtons à utiliser. Cependant, je ne voulais pas m'éloigner trop de ma tente. Alors j'ai trouvé quelque chose d'inhabituel près du bord du site. Un chemin menant plus profondément dans la forêt. Ce n'était pas un sentier ordinaire. C'était clairement un sentier créé par quelqu'un qui marchait à plusieurs reprises le long du même chemin. Typiquement, ces types de chemins deviennent rapidement couverts si on ne les utilise pas, ce qui rend leur présence encore plus particulière. Ayant rassemblé mes bâtons et préparé le feu de camp, je ne pouvais pas me débarrasser de l'inconfort que le chemin évoquait. J'ai décidé d'enquêter plus avant de m'installer pour la nuit juste à côté. Prenant mon sac, je suis allé sur le sentier étroit. À chaque pas, je devenais plus certain que quelqu'un était venu récemment. Après une marche de 15 minutes, j'ai atteint la fin du sentier. Au-delà des bois, et juste après le sentier, il y avait une petite cabane. Il semblait être dans un état de décomposition et d'abandon. Des éclats de bois dépassent. Des planches entières manquent et la porte est laissée ouverte. En l'approchant, je me suis demandé pourquoi un sentier conduisait à une cabane abandonnée dans les bois. Il semblait trop loin pour que quelqu'un ne fasse que trébucher dessus. Intrigué, je regardais à travers la porte, et je trouvais l'intérieur enveloppé dans l'obscurité. En étirant mes yeux, je pouvais voir les objets à l'intérieur, indiquant qu'ils n'étaient pas vides, hésitant au seuil. Une voix soudaine derrière moi m'a fait reculer. « Laissez-moi, allez-y !» ordonna un homme sévèrement, son ton bordant la colère. Se tournant vers lui, il se tenait à environ 3 mètres de lui. L'étranger insista pour que je parte une fois de plus. Et sans dire un mot, je me conformai à sa demande. En partant, je me suis retourné une dernière fois. J'ai vu l'homme au bout du chemin, m'assurant que je partais. Quand je suis retourné dans ma tente, il faisait déjà sombre. Mais je n'allais pas y passer la nuit. J'ai vite fait mes valises et j'ai entrepris une randonnée périlleuse sous le couvert de la noirceur, guidé uniquement par une lampe de poche jusqu'à ce que j'arrive à ma voiture. Ce qui s'est passé là-bas reste un mystère. Mais ce qui m'a vraiment terrifié,
c'est que j'étais si près d'entrer dans une situation inconnue, potentiellement dangereuse. J'étais immédiatement convaincu que l'homme que je rencontrais n'était pas un habitant de la région. Il était vêtu d'une tenue standarda, sans tache, et ne présentait aucune indication d'avoir été présent pendant plus de quelques jours. Cela soulève de nombreuses questions sur sa présence, ses motivations et sa nécessité pour moi de partir. De plus, il est déconcertant de savoir comment le sentier est apparu s'il n'habitait pas l'endroit. Tout ce scénario m'a fait poser une multitude de questions. Et je doute que des réponses soient jamais disponibles. N'oubliez pas de me plaire, de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.